Bonsoir à tous. La Belle Radio et Télévision a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Abdoulaye Sakho, un savant doublé d'une compétence pluridisciplinaire mondialement reconnue. Pour faire simple, nous dirons, professeur, que vous êtes un universitaire, un juriste, vous êtes professeur agrégé de droit privé, spécialiste du droit économique. Et il faut dire qu'en ce moment, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous dirigez les masters fiscal, régulation et sport. Il faut dire aussi que vous dirigez l'Institut des métiers du droit. Et puis, il ne faut pas oublier que vous êtes chercheur du CRES. Le CRES, c'est le Consortium pour la recherche économique et sociale. On va commencer par la fin, j'allais dire. Le CRES, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous venez de le dire. Je vous remercie d'abord de m'avoir permis de parler et de me faire voir dans quelque chose pour lequel je suis très fier. C'est votre chaîne de télévision. Je ne vais pas du tout violer un secret. En tout cas, les téléspectateurs sénégalais le savent. Je suis très ami avec votre fondateur. Et il y a quelques années derrière, quand on était en culotte courte, on ne se doutait pas qu'un jour, il allait m'accueillir dans une chaîne de télévision. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis très fier et très content de me retrouver ici. Cela dit, le CRES, c'est le Consortium pour la recherche économique et sociale. C'est un organisme africain ? C'est un organisme africain créé à l'initiative de chercheurs et d'enseignants, de rang A d'ailleurs, de l'université Cheikh Anta Diop, mais qui aujourd'hui étend ses tentacules un peu partout parce que le CRES a fini d'imposer sa manière de voir au niveau de tous ceux qui veulent faire des recherches en Afrique. Et de ce point de vue, on sort beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Juste pour exemple, il y a quelques jours, on a fêté la journée sans tabac, je crois, et aujourd'hui, la réglementation de la CEDEAO sur la lutte contre le tabac, c'est le CRES qui l'a inspiré. Juste pour vous dire où est-ce qu'on en est en termes de think tank. Donc nous commençons à être un think tank assez influent. En tout cas, je vous remercie de me donner l'occasion de parler du CRES parce que c'est un organisme qui, pendant très longtemps, a vécu sous l'ombre tutélaire de la recherche académique. Aujourd'hui, elle est en train de faire de la recherche pour aider l'Afrique à se développer, pour aider nos décideurs à prendre les bonnes décisions. Il y a quelque chose que je n'ai pas révélé là. Il faut dire que vous êtes très impliqué aussi dans les questions concernant le numérique, les télécommunications, la télévision, le sport. Et puis il faut dire aussi que vous avez rédigé de nombreux ouvrages. Juste, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Nous sommes donc très honorés, professeur, de vous avoir avec nous. Mais déjà, dites-nous pourquoi vous êtes au Gabon. On nous parle d'une intervention pendant un séminaire de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Tout à fait. Il y a dans cette organisation qui a en charge la mise en place d'un cadre juridique approprié pour le développement des investissements, en fait pour le développement économique de l'Afrique. Il y a dans cette organisation qui s'appelle OADA, il y a une école, on appelle l'école régionale supérieure de magistrature. Aujourd'hui, il est dirigé par un jeune agrégé, assez brillant d'ailleurs, de l'université Cheikh Anta Diop. Je profite pour lui dire bonjour, c'est mon collègue, le professeur Mayata Mbaye Ndiaye, et il est en train d'essayer d'insuffler un nouveau souffle, de donner un nouveau souffle à l'ère SUMA, et donc il organise beaucoup de choses. Alors, il m'a demandé de venir animer pour lui une session de formation à destination de tout intéressé, ce n'est pas seulement des Gabonais, parce qu'on m'a fait comprendre qu'il y en a qui viennent même du Comore pour venir suivre cette formation qui concerne la gouvernance d'entreprise. Une question qui est très très importante pour l'Afrique, parce qu'on parle beaucoup de gouvernance ici. Alors la gouvernance d'entreprise, c'est un concept qui intéresse aussi bien l'entreprise privée que l'entreprise publique, mais qui fonctionne sur la base de principes qui peuvent être des principes de droit, mais qui peuvent être des principes éthiques et qui doivent permettre, si on les applique bien, de faire en sorte que l'entreprise soit gérée au mieux des intérêts de toutes ces parties prenantes et non pas au mieux des intérêts d'une seule des parties. C'est en fait cela. Il y a une expression aussi qui passe beaucoup un peu partout, c'est le climat des affaires. Comment se présente-t-il aujourd'hui en Afrique? Oui, le rôle d'ailleurs de l'OADA, c'est d'améliorer ce climat des affaires. Quand il a été créé par les pères fondateurs, dont le juge Kéba Mbaye, l'objectif c'était de faire en sorte que l'investisseur qui arrive en Afrique puisse se trouver en terrain connu. Avant, ce qui se passait, c'était que vous quittez Bamako pour aller à Dakar, vous avez deux réglementations différentes. Or, l'investissement ne connaît pas les frontières.
D'ailleurs, je profite pour dire aux Africains, faites attention aux frontières. Je crois que c'est un cadeau empoisonné qu'on nous a donné. Mais l'homme d'affaires, l'investisseur, on dit dans notre jargon à nous, Ouest-Africains, l'opérateur économique, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la frontière. Ce qui l'intéresse, c'est que ce qu'il met dans un business puisse prospérer. Et de ce point de vue-là, il n'a que faire des frontières. Donc c'est un peu cela l'esprit climat des affaires. Faire en sorte que partout où vous vous trouvez sur un territoire, vous puissiez être à même de pouvoir développer votre affaire, d'avoir votre retour sur investissement, et s'il y a des difficultés, que vous puissiez régler les litiges de la manière la meilleure possible. C'est en fait cela l'esprit climat des affaires. Et c'est pour cela que l'OHADA a pris cela en charge. Je ne vais pas entrer dans le technique pure juridique, mais ils essaient de faire en sorte que la technique juridique qui peut envelopper un business qu'on appelle droit des sociétés chez nous, que ce soit quelque chose qui soit assez fluide, assez flexible, que tout ce qui vous permet de régler vos litiges soit de la manière la plus fluide possible également. C'est pour ça qu'on a créé un système qui permet d'éviter peut-être les tribunaux étatiques et d'aller vers les tribunaux que vous-même, entre vous, hommes d'affaires, vous vous êtes donné, qu'on appelle l'arbitrage ou la médiation. Alors comment est-ce que vous jugez le rythme auquel les pays africains vont à l'intégration? Pour certains, c'est un rythme normal, pour d'autres, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de pesanteur. Oui, parce que tout simplement, les pays africains, peut-être qu'on a eu l'indépendance presque en même temps, dans la même période, à la limite, les années 60, 50, 60, c'était cette période-là. Mais on ne s'est pas développé de la même manière. Ne serait-ce qu'une seule chose, un observateur, pas besoin d'être chercheur, de manière empirique, on se rend compte que les pays anglophones ne sont pas développés de la même manière que les pays francophones. Ne serait-ce que cela fait de telle sorte qu'aujourd'hui, pour aller vers l'intégration, cela pose des problèmes. Regardez la CEDEAO, avec le Nigeria, ce géant, et puis maintenant, entouré des pays francophones. Ça pose des problèmes, d'énormes problèmes. Malgré le fait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal essaient de jouer à des géants, mais c'est des géants au pied d'argile devant le Nigeria. Aujourd'hui, on a un problème avec le Maroc qui veut entrer, et le Nigeria, d'après ce que j'ai cru comprendre, s'y oppose plus ou moins. Tout le monde est d'accord, sauf peut-être le Nigeria. Ça veut dire beaucoup de choses. Comment le Nigeria a fait pour se développer par rapport aux autres pays? Est-ce que ça ne provenait pas des bases et des fondements de l'État du Nigeria par rapport aux bases et fondements de l'État des pays africains? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, on va aller à un rythme relativement lent. Pourtant, il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer. Pourquoi il faut l'accélérer? Je crois dans la manière de nous intégrer, de créer cette Afrique que voulaient les pères fondateurs, les Nkrumah et autres. Je crois qu'on s'est trompé. En fait, on s'est trompé de bonne foi. Au début, on a cru qu'il fallait faire une Afrique politique. Pourtant, on avait bien commencé avec des organismes comme le Conseil de l'Entente, Air Afrique, voici des organismes d'intégration dès le départ. Absolument. Mais on ne leur avait pas donné... C'était des géants au pied d'argile. Pourquoi je dis des géants au pied d'argile? Et vous allez me donner l'occasion de revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand je dis qu'on s'est trompé de bonne foi, on a voulu faire tout de suite l'intégration politique en croyant que si les chefs d'État se rencontrent, signent des traités, ça va marcher. Cette intégration politique n'a pas marché. On a essayé, pendant cette période, de monter des structures qui puissent nous permettre de nous en sortir. On avait quelque chose, c'est cette monnaie commune-là. Malgré le fait qu'aujourd'hui, elle est décriée quelque part, mais on avait cette monnaie commune quand même quelque part, qui pouvait nous aider si on arrivait à sortir de quelques problèmes, j'allais dire, néocoloniaux. On avait l'Air Afrique. Air Afrique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Air Afrique, par moment, quand je réfléchis à rebours, je me dis, est-ce qu'on n'a pas fait tomber Air Afrique? Est-ce qu'on n'a pas fait tomber Air Afrique? Avec des pratiques de mauvaises habitudes de gestion. Non seulement on a laissé se développer ces pratiques de mauvaise gestion, mais je me demande si est-ce que Air Afrique n'était pas en train de concurrencer le géant du transport de l'ancienne puissance coloniale. À l'époque, UTA, Air France. Air France. Il faut ne pas les nommer. Pour ne pas les nommer. Air Afrique allait un peu partout dans le monde. Air Afrique était fiable. Air Afrique avait tout ce qu'il fallait. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il suffit que quelqu'un d'autre décide que nos affaires en Afrique ne marchent pas pour que, effectivement, ça ne marche pas? Je me demande si est-ce que notre mode de fonctionnement n'est pas chez ce quelqu'un d'autre là. Parce que de temps en temps, vous entendez les Africains crier et dire il y a un problème. Ça suffit. Qu'on nous laisse. C'est qui ce on-là? Qui doit nous laisser? Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose. Et ce quelque chose-là, il faudrait qu'on puisse l'identifier et dire à ce on-là, ça suffit. Bon, si lui ne veut pas, oui, nous, on fera en sorte qu'on puisse partir.
On va y aller. En matière d'économie, il se trouve aussi que bon nombre de pays africains sont en difficulté. L'une des raisons que l'on donne, c'est la chute des cours des matières premières. Cacao pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, le pétrole pour un certain nombre de pays d'Afrique centrale. Et pourtant, ce sont des situations que les pays africains ont déjà vécues. Et pourtant aussi, il y a dans la plupart de ces pays-là ce qu'on appelle les plans stratégiques émergents. Au Sénégal, c'est le PSE. Au Gabon, c'est le PSGE. Ce sont des formulations, des programmes normalement qui devraient pouvoir contrer ces chocs au niveau des matières premières. Vous savez, cette question de matières premières, ça ne date pas de maintenant. Et vous l'avez dit d'ailleurs. J'étais gamin quand j'entendais Senghor parler de détérioration des termes de l'échange. Ce n'est pas autre chose que cela aujourd'hui. Formulé autrement, mais c'est en fait cela. Ils viennent prendre des choses qui sont de nos ressources, ils transforment, ils nous les vendent plus cher. En fait, ils viennent prendre ou bien c'est nous qui donnons? Bon, bref. Ça dépend de quel côté on se situe. C'est vrai que nous donnons, mais est-ce que nous donnons, si je veux parler en juriste, notre plein gré? Voilà. Avec notre consentement? J'en sais rien. C'est des questions qui méritent d'être posées aujourd'hui. Il est temps qu'on réfléchisse sur la manière dont on commerce avec non seulement l'ancienne puissance coloniale, mais avec le monde aujourd'hui. Ce commerce mondial pose des problèmes. Et de ce point de vue-là, je crois que ce que vous appelez... moi, je préfère encore le mot de Senghor. Je vous assure, détérioration des termes de l'échange. Je préfère ce mot-là parce que tout simplement, ça fait en sorte que nous, notre trésor public continue à être endetté et de l'autre côté, il continue à s'enrichir. Et cette dette-là dont on parle, elle provient de là-bas. Elle ne provient de nulle part que de là-bas. Mais qu'est-ce qui nous empêche de transformer nos matières premières sur place? Mais ça aussi, c'était des choix. C'était des choix. Quand on était peut-être un peu plus jeune, les gens parlaient de division internationale du travail. C'était une théorie marxiste, c'est vrai. Mais on parlait de division internationale du travail. Ou à la limite, c'est comme la manière dont on a fait le traité de 1800 pour partager l'Afrique. On s'est partagé du point de vue économique également le monde. Ceux-là feront ça, les autres feront ceci. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent et qui perdure. Nous sommes des fournisseurs de matières premières. Nous ne sommes pas des créateurs ou des transformateurs de matières premières. Et de ce point de vue-là, ça continue jusqu'à présent. Alors comment faire pour passer d'une situation à l'autre? Bon, il y a plusieurs manières. Mais moi, celle que je vois aujourd'hui et qui nous permettra peut-être de faire ce fameux rattrapage dont on parle et sur lequel on n'est pas encore tellement avancé, c'est cette question du numérique-là. Le numérique. Là, les avantages comparatifs sont égaux. Vous prenez un téléphone portable, vous le mettez entre les mains d'un enfant de Parakou là-bas, au Bénin, et un enfant de Helsinki, ils vont peut-être avoir les mêmes réactions. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le numérique que l'Afrique ne prend pas tellement en compte. Et cela, il y a quelques années, j'ai fait paraître une étude. Et le titre de l'article était révélateur. Aujourd'hui, on commence à en parler. C'était quoi le titre? Le titre de l'article, c'était dire quelle réglementation pour une révolution venue d'Afrique? 2 points. Les services financiers par téléphone mobile. Ok, excusez-moi de vouloir boucler quand même sur le chapitre de l'économie et puis ensuite un autre point avant de venir au numérique. Aujourd'hui, on réveille encore cette histoire de la malédiction des ressources naturelles en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous pensez que l'Afrique va s'en sortir dans la mesure où, quand même, l'on dit que l'Afrique attire beaucoup d'investissements et les plus gros arrivent de l'étranger. Et est-ce qu'ils ne vont pas écraser l'entrepreneuriat au plan local? Non, il y a une chose. C'est-à-dire, il y a une manière d'appréhender l'investissement aujourd'hui que nous n'avons pas encore intégré. Quand je dis nous, c'est nous l'Afrique, globalement. Cet investissement, cette forme d'investissement, elle est en train de s'imposer. Elle s'impose grave d'ailleurs chez nous actuellement. Nous en sommes à l'investissement des années 80-90, avec les codes des investissements, où on demandait aux gens de venir s'installer en Afrique avec armes et bagages. Ils créent des usines, des emplois, des entreprises ici, et après on leur fait des facilités fiscales et sociales. C'était l'esprit code des investissements. Et c'est ça qui perdure. Mais non, aujourd'hui, l'investisseur dans le monde,
il ne prend plus cette forme-là. C'est fini, totalement fini. L'investisseur d'aujourd'hui, c'est devenu, c'est même un métier maintenant. Avant, c'était le business qui était le métier. Je vais faire des chaussures en Afrique, une usine de chaussures, je suis un investisseur. Mais là, le métier lui-même, ce n'est plus de faire des chaussures, mais c'est d'investir. Et c'est là où ça a changé. Et ça se fait par qui? Par le biais de ce qu'on appelle les fonds d'investissement, les fonds de pension, les fonds souverains. Ce sont ces fonds-là qui, aujourd'hui, font l'investissement, qui s'installent, qui se désinstallent, alors que nous, on est là encore à réagir et à légiférer comme si on était dans les années 80 avec des codes des investissements, accueil des capitaux, accueil des capitaux, accueil des capitaux. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de cela. Et si vous regardez partout, il y a seulement, comme vous avez parlé de sport, quelques jours, j'ai entendu dire que les droits de télévision de la Ligue 1 de football française ont été achetés par un fonds d'investissement chinois. Le Paris Saint-Germain, il a été acheté qui? Par un fonds souverain qatari. C'est cela l'investissement aujourd'hui. Ce n'est plus de dire aux gens, venez, on va vous faire des zones économiques, des zones franches, c'est fini ça. Et c'est la raison pour laquelle je crois que, pour répondre à votre question, il me semble que nos décideurs devraient faire en sorte que dans nos pays, nos hommes d'affaires ou nos petites et moyennes entreprises puissent se développer pour faire ce travail-là. Par contre, l'investisseur, quand il arrive, il trouvera un climat dans lequel il y a quelques Gabonais qui gagnent de l'argent, il y a quelques Sénégalais qui gagnent de l'argent, il y a quelques Africains qui gagnent de l'argent. Et à ce moment-là, il va pouvoir, lui, se mettre en capital, en joint avec eux et pouvoir travailler. Et c'est comme ça que l'on fait aujourd'hui. Mais si vous voulez vous dire que je vais appeler les capitaux, ils vont venir, ils vont faire, je vous assure que Nike ne va jamais s'installer ici, je vous assure que Reebok ne va jamais s'installer ici, Kodak ne va jamais s'installer ici. C'est-à-dire que les grosses multinationales ne viendront pas. Elles vont juste venir pour un petit bout de machin. Alors que si c'était le numérique, je sais qu'on reviendra sur le numérique. On va arriver tout à l'heure sur les questions liées au numérique, mais abordons celle de l'école. Vous êtes professeur, vous êtes enseignant. C'est vrai que maintenant, vous donnez très peu de cours, vous faites beaucoup plus de recherches, mais n'empêche que l'école, l'université en Afrique est en crise depuis les années 90. Une crise qui dure depuis un peu trop longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon cher monsieur, ce qui ne va pas, et c'est ma profonde conviction après quelques années quelques années d'enseignement à l'université. Je crois profondément, et je le dis, on a raté l'université. Nous. Ce n'est pas l'école qu'on a raté, mais on a raté l'université. L'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, a raté l'université. Pourquoi on a raté l'université? Parce qu'on a reproduit le modèle de l'université de l'ancien colonisateur, alors que lui-même est en train de le laisser tomber. Et du coup, ce qui s'est passé, on enseigne, on cherche, on forme en fonction, à la limite, de comment fonctionnait le colonisateur. Si vous regardez bien notre université, je prends l'exemple de l'université sénégalaise. Il fournit un emploi, mais il fournit où? Plus le secteur public que le secteur privé. Dans une faculté que je connais très bien, dans les matières juridiques, on forme pour avoir des juges, pour avoir des gens qui vont travailler au ministère de l'économie et des finances, qui vont être des fonctionnaires. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Je crois que... On ne forme pas des hommes d'affaires. On ne forme pas, justement... Des entrepreneurs. Non, des créateurs de richesses. Moi, je dis, quand on dit hommes d'affaires, des créateurs de richesses. Parce que qu'est-ce qui se passe dans nos pays depuis quelques années? On a un budget qu'on se partage. Ce budget, qui est-ce qui l'alimente? C'est ce que vous appelez ces hommes d'affaires-là, c'est les impôts. Ce budget, on se le partage. Et plus on avance, plus le nombre de personnes qui demandent quelque chose sur ce budget s'accroît. Parce que l'État est tenu de chercher du travail à ceux qui sortent de l'université. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente le nombre de magistrats, on augmente le nombre de fonctionnaires, on augmente les concours, on augmente tout ça. Et tout le monde va venir piocher toujours dans ce même truc-là. Et qui est-ce qui fournit, qui est-ce qui alimente ce truc? Ce sont les hommes d'affaires. À un moment donné, ils vont en avoir ras-le-bol. Et du coup, la masse à partager, elle est de plus en plus réduite. D'autant plus que dans cette masse à partager, il y a une bonne partie qui entretient, j'allais dire, des fonctionnaires de très haut niveau, qui voudraient avoir le niveau de vie de gens du privé. Et cela pose des problèmes aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse à nouveau sur comment faire pour que notre école forme des gens qui peuvent alimenter
ce trésor-là. Est-ce que vous n'avez pas déjà réfléchi en tant qu'enseignant-chercheur? Est-ce que des solutions ne sont pas disponibles? Et cela me pousse à poser la question du rapport entre les gouvernants et les chercheurs que vous êtes. Est-ce que les gouvernants mettent en application les résultats de vos recherches? C'est un gros problème, ça. Et aujourd'hui, au CRES, on est en train de réfléchir à cela. Je crois qu'il y a même des fonds qui sont en train d'être mobilisés pour que l'on puisse, nous, par rapport aux résultats de recherche qu'on a faits, qu'on puisse aider les décideurs à pouvoir les appliquer. Je crois qu'on est en train de travailler dans ce sens-là, on est en train de faire une proposition dans ce sens-là. Mais pour revenir de manière beaucoup plus concrète sur votre question, nous et les décideurs politiques, on a vécu d'abord sur l'incompréhension. Parce que globalement, l'universitaire a toujours été considéré comme très souvent un opposant. Parce que c'est souvent quelqu'un d'assez libre qui dit ce qu'il pense, que vous soyez ou non au pouvoir, il vous dira ce qu'il pense de toute façon. Et il a toujours été considéré comme un opposant. Alors du coup, on ne se préoccupe pas trop de ce qu'il faisait. Les gouvernants se méfient globalement, des universitaires. Ils ont tort. Ils ont tort parce que l'universitaire, son métier, c'est ça. Moi, on me paye pour réfléchir. On me paye pour écrire. On me paye pour transmettre des connaissances. Et donc, ma réflexion, elle peut plaire ou elle peut ne pas plaire. Mais il faut la prendre en compte. Si elle ne vous plaît pas, vous la mettrez de côté. Mais ne dites pas que, parce que j'ai sorti telle réflexion, je suis un opposant. Ça, et c'est la grosse erreur, ça fait partie des causes qui font de telle sorte que je crois qu'on a raté l'université. Mais autre chose... Comment rattraper les choses? Je vais peut-être un peu trop vite. Hein. Non, vous allez un peu... Mais il y a autre chose. Notre réflexion à nous, même nous chercheurs, je crois que pendant très longtemps, elle a été influencée par des préoccupations de carrière. On a un organisme qu'on appelle le CAMES, dans lequel on organise des concours, on organise des moyens d'avancement. Et ces moyens d'avancement, il faut écrire, il faut publier des résultats de recherche et tout ça. Mais ces résultats de recherche peuvent être totalement déconnectés d'avec ce que veulent les populations. Ce n'est pas grave. On vous dira, vous avez fait un bon papier, parce que vous avez écrit 27 feuilles, vous avez 150 notes de bas de page, ça veut dire que vous êtes bon. Vous êtes bon, vous personnellement, mais ça rapporte quoi? Or, l'université, c'est au service de la population. Donc, notre recherche, elle était biaisée. Et puisqu'elle était biaisée, elle n'a pas pu réfléchir sur comment faire. Je prends juste la science, celle que je connais, le droit. Aujourd'hui, quand on prend les métiers du droit, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est des métiers très connus. Juge, avocat, je sais pas, commissaire priseur, ce genre de machin. Conseiller juridique. Conseiller juridique. Mais ce que l'on n'a pas fait, c'est de voir quels sont les besoins auxquels sont confrontées nos entreprises en matière de droit pour créer un métier correspondant. Nous, on a repris les métiers qui ont été créés pour des pays comme la France, on les a plaqués chez nous, mais ce n'est pas sûr que nos entreprises ont besoin de ces métiers-là. Il y a quelques années, j'ai fait une recherche et j'ai abouti à la conclusion qu'il faut peut-être dans nos pays ce qu'on appelle un commissaire au droit. Vous savez, il y a un commissaire au compte pour une société. Lui, il est chargé tous les ans de certifier les comptes de la société et de dire que les comptes ont été tenus conformément à ce que veut Siscoa et tout cela. Mais en droit, qui est-ce qui le fait? Il n'y en a pas. Or, tous les ans, on sort des jeunes qui sortent de l'université avec leur master, qui vont faire des concours, tout le monde n'a pas de boulot. Alors je dis, on n'a qu'à créer, réfléchir sur de nouveaux métiers. Et cela, pour moi, c'est un nouveau métier. Quelqu'un qui se chargerait dans l'entreprise, et ce sera une mission légale. Quand je dis une mission légale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État, comme il a fait pour le commissaire au compte, qui va l'imposer aux entreprises, en leur disant, vous êtes tenus, comme vous avez un commissaire au compte, d'avoir votre commissaire au droit. Et lui, tous les ans, il fera un rapport aux actionnaires en leur disant que voilà comment ils ont appliqué le droit toute cette année, et à ce moment, on va certifier, on ne certifiera pas. Ça, c'est au moins un métier. Et ce nouveau métier-là, il ne faut pas croire que c'est une personne, c'est des cabinets. Les cabinets d'avocats, ils sont nombreux. Les cabinets de commissaires au compte et les études de commissaires au compte, ils sont nombreux. Les études de notaire, ils sont nombreux. Donc, on peut se débrouiller pour qu'il puisse y avoir un nouveau métier par rapport aux besoins de l'Afrique, parce que nos entreprises sont des entreprises familiales qui souvent ne connaissent pas très bien le droit. Alors, leur amener quelqu'un qui leur fait un rapport et qui les aide à avancer, c'est déjà quelque chose. Mais malheureusement, cette recherche, je l'ai faite, je vous dis, il y a plus de 10 ans. Les résultats sont il y a plus de 10 ans. Ils sont tous au courant, mais peut-être que ça ne les intéresse pas trop. Il y a de temps en temps des étudiants... Il faut revoir au niveau des modalités d'application? Oui, on était allé très loin dans cela. Les modalités d'application, c'était juste de dire on va créer un nouveau métier dans le pays. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et donc, ça ne me décourage pas et ça ne décourage jamais le chercheur. Vous savez, le chercheur, lui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris en compte ses préoccupations qu'il va arrêter de chercher. On continuera. Et peut-être qu'un jour, comme disait l'autre,
tout le monde se rendra compte que la Terre tourne. Alors qu'au départ, on ne voulait pas dire qu'elle tournait. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Il faut dire qu'on a parlé d'économie, on a parlé du climat des affaires, on a parlé de l'école qui est en crise en Afrique. Maintenant, un sujet qui vous passionne, j'allais dire, c'est celui du numérique. Pourquoi autant de passion autour des télécoms, du numérique? Pour beaucoup de raisons. Au passage, j'ai rédigé ce qu'on appelle les actes additionnels de la CEDEAO qui sont applicables au marché des télécoms pour ces 15 pays-là. C'est parce que j'ai toujours été, moi, personnellement, fasciné par l'innovation. Voilà. Tout ce qui est nouveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit à l'université que moi je suis tout le temps en train de défricher, d'ouvrir de nouveaux chantiers. Et c'est vrai, à l'époque quand je m'intéressais aux télécoms, c'était encore relativement neuf. On venait de privatiser, on devait faire plein de choses. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux télécoms. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte que la question, ce n'est pas seulement télécom. Ça va au-delà de télécom. Et même le changement de sémantique, de vocabulaire, on parle de télécom, on parle maintenant de communication électronique. Au-delà de communication électronique, on parle de numérique maintenant. Et c'est pour cela, je suis de ceux qui estiment que aujourd'hui, en parlant de numérique, il faut éviter d'en faire un secteur d'activité. Le numérique, c'est la forme d'expression de l'économie d'aujourd'hui. Si vous prenez la santé, regardez la médecine à distance, on opère à distance. L'école, on enseigne à distance. La presse, aujourd'hui, on vous lit comment ? On ne vous lit pas sur papier, pratiquement. On lit sur des tablettes, sur des machins. Donc, le numérique aujourd'hui, c'est ça la forme d'expression de l'économie. Et si on le prend de cette manière-là, on ne se contentera plus du tout de dire lui, c'est le ministre de l'économie numérique comme on faisait ministre des télécoms. Ce serait une erreur. Parce que ça irradie l'ensemble des secteurs d'activité économique. Et si on le fait de cette manière-là, je vous assure que les Africains d'aujourd'hui, là, ils pourront faire en sorte que leur pays et leur continent soient au diapason par rapport à ce qui se fait ailleurs. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du jeune de Parakou et du jeune de Copenhague. Vous les mettez devant un téléphone portable, ils auront exactement la même réaction. Et mieux, selon ses besoins, peut-être le petit Africain va créer des applications. Et ça a déjà commencé et c'est ce qui s'est passé avec aujourd'hui ce que l'on appelle les services financiers par téléphone mobile. On ne fera pas de publicité, mais quand on parle de Orange Money, c'est quoi? Mais c'est les Africains qui l'ont créé. Quand je vous ai parlé du titre de mon article et que j'ai dit que c'est une révolution venue d'Afrique, c'est parce que nous sommes pauvres. C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens qu'on a imaginé dans le téléphone portable des applications qui réglaient nos problèmes quotidiens. Et le problème quotidien de l'Africain, au début, c'était quoi? C'était de se dire, moi, j'ai dans mon téléphone 10 unités de crédit pour pouvoir téléphoner. Mon copain, il n'en a pas. Ou bien ma maman, elle est au village, elle n'en a pas. Comment je fais pour lui donner? Vous croyez que... Est-ce que vous pouvez imaginer un court instant, en Europe, quelqu'un dire « envoie-moi des crédits ». Ça ne se fait pas. La preuve, ils sont en train aujourd'hui de faire une publicité sur les chaînes de télévision françaises. Et le gars, il dit, aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez même envoyer des euros. Ils le disent. Pour eux, ils le découvrent. Depuis longtemps. Alors que nous, on le fait depuis quand? C'est pour ça que je dis que ça, c'est le génie africain qui l'a créé. Par le biais, notamment de l'Afrique de l'Est, Kenya, qui se sont rendus compte, avec la distance, avec les difficultés de se déplacer, que le téléphone portable pouvait régler beaucoup de problèmes. Ils l'ont fait. Mais au lieu de dire que c'est l'Afrique qui l'a créé, ces innovations-là, on va attendre que ça aille dans une multinationale dehors, de télécom, qui va lui donner un nouveau concept, et on va dire, voilà comment c'est. C'est pas vrai. Je vous assure, si je prends la réglementation relative aux banques en Afrique, si vous voulez commercer avec une banque, ouvrir un compte, on vous demande, il faut avoir une certaine somme d'argent. Si vous voulez envoyer de l'argent, il faut le faire par virement. Si vous voulez payer, il y a une loi d'ailleurs chez nous qu'on appelle la loi sur les instruments de paiement. Il faut être obligatoirement salarié, voilà. Des choses comme ça. Les instruments de paiement, c'est le chèque, c'est l'argent liquide, c'est les cartes et tout ça. Mais aujourd'hui, le téléphone, c'est un instrument de paiement et pourtant, ce n'est pas dans la loi. Donc c'est pour ça que je dis que le génie africain peut, quand on utilise bien le numérique, faire en sorte qu'on soit sur le même pied que ce que l'on estime être développé. Et si on le fait, mais à la condition qu'on veuille bien le faire et qu'il y ait une décision politique dans ce sens-là, si on le fait, je vous assure qu'on verra de quoi sont capables les Africains. Mais attendre que nous, on fasse le chemin qu'eux, ils ont fait, ils ont mis 500 ans à arriver à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et nous, on veut que l'on passe par là avant d'arriver. Non, ce n'est pas possible. Alors, faut-il dire que les dirigeants africains sont
ne voient pas ce qui se passe, sont, j'allais dire, frappés de cécité, non? Non, non, ils ne sont pas frappés de cécité, d'autant plus que de plus en plus, ils changent quand même. Ils changent. Bon, les premiers dirigeants, les seconds et les troisièmes, on est, je crois, dans la troisième génération de dirigeants actuellement, je crois qu'ils sont relativement modernes, certains d'entre eux en tout cas. Ils essayent, avec tout ce que ça comporte, mais je crois qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs qui font de telle sorte que, quand un chef d'État a envie aujourd'hui de dire moi j'ai envie d'enlever telle société ou telle grande puissance de mon pays, ça crée des problèmes énormes. Ça se discute peut-être ailleurs, dans des cercles que nous ne connaissons pas. Et à ce moment, ils sont capables même de les menacer. Ou quelquefois, on les convoque à l'Élysée. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Attention, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, tel et tel et tel et tel. Donc c'est ce genre de relation-là que l'on appelle de manière, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce nom France-Afrique, que moi je n'aime pas trop. Cette relation, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Cette jeune génération de dirigeants africains, peut-être que celle qui viendra sera encore beaucoup plus radicale que celle-là. Parce qu'il y a des pays dans lesquels, aujourd'hui, de plus en plus, on commence à parler ce que les Nkrumah voulaient, ce que les Modibo Keïta, les Sékou Touré voulaient en parlant de souveraineté. Je crois qu'il y a une autre manière de le dire, mais il y a de plus en plus de jeunes dirigeants africains qui essayent de faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est quelque chose, c'est un modèle. Et pourtant, on l'a diabolisé il y a quelques années, le Rwanda. Aujourd'hui, il est en train peut-être de montrer la voie. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire de révolution. Parce que faire une révolution, par moment, ça ne sert pas à grand-chose. Vous risquez même votre vie. Parce qu'il y a des attentats qui peuvent être commandités ailleurs. Mais y aller doucement et faire en sorte d'avoir l'appui de votre population. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Alors, on reste dans le numérique pour parler de télévision, de la TNT. À quel niveau se trouve la TNT en Afrique aujourd'hui? On dit que les pays africains francophones, là encore, sont à la traîne. Ils sont totalement à la traîne. On nous avait même fixé un délai, je ne sais pas si c'était 2015. Des délais qui ont été dépassés depuis longtemps. Complètement. Mais ce qui se passe sur cette TNT, moi, ma préoccupation de TNT, c'est toujours par rapport à nos productions. Voilà. La TNT, c'est la multiplication des chaînes. Là où des canaux. Des canaux, voilà. Donc, on va recevoir n'importe quoi. Et tout viendra. Ils sont plus puissants que nous. Est-ce qu'on ne va pas nous perdre notre culture? J'en sais rien. Je me pose des questions. Justement, le problème des contenus, des chaînes africaines, il y en a de plus en plus, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Heureusement qu'il y a de plus en plus de chaînes africaines. Mais il y a quelques années, il n'y en avait pas. Je vous assure, je ne sais pas si dans votre pays c'est ça qui se passait, mais il y a peut-être 10-15 ans, quand vous alliez à Dakar, il y a une heure où c'est les novelas là. Les gens étaient derrière la télévision à regarder ces novelas et ils se les racontaient. Je vois que même Youssou N'Dour a fait une chanson pour parodier un peu ce genre de machin-là qui se faisait. À 8 heures, la famille nous a laissé le dîner, ils sont allés voir l'émission pour voir... Bon, voilà, bref, c'est ce genre de choses-là qui pose problème. Alors, quand vous dites les chaînes de télé africaines, je dis heureusement qu'il y en a. Et il faut continuer. Et c'est pas à pas. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est un pas. C'est peut-être pas encore la panacée, mais vous êtes en train de vous battre. Et vous essayez d'essayer de donner du contenu. Et c'est ce contenu-là qui nous permettra de nous en sortir. Ce contenu que l'on prend souvent comme étant, ils disent tradition. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Je m'intéresse aussi à la propriété intellectuelle et la protection de la propriété intellectuelle. Quand vous allez dans la protection de la propriété intellectuelle, notre culture à nous, c'est appelé savoir traditionnel. Eux, quand ils trouvent quelque chose, on l'appelle cela le brevet, c'est un brevet. Mais nous, quand nous nous trouvons, ils disent que c'est du savoir traditionnel. Vous voyez déjà, le vocabulaire lui-même, il pose problème. C'est ce vocabulaire-là. Or, la propriété intellectuelle, aujourd'hui, c'est le siège de la richesse. C'est le produit de la connaissance, c'est le produit du cerveau. Ce produit de la connaissance, c'est le produit du cerveau africain. Quand il sort, on appelle cela savoir traditionnel. Savoir traditionnel, ce n'est pas protégé. N'importe qui peut aller le chercher. Vous prenez une plante, vous arrivez à guérir le sida aujourd'hui, on va dire non, c'est du savoir traditionnel. Mais eux, ils prennent la plante, ils sortent le principe actif, ils mettent dans un comprimé blanc et ils vont dire c'est un brevet. C'est un brevet. C'est un problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois, plus on avance, on en parle. Il y a quelques années, je n'aurais peut-être pas osé tenir ce discours-là dans une télévision. Aujourd'hui, on arrive à le faire. Peut-être que d'autres viendront et c'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut justement, pas... Oui, justement, en matière de TNT, de télévision numérique terrestre, les chaînes vont se démultiplier et il va se poser un problème, celui de la compétitivité. Comment mesurer la compétitivité, les audiences? Et on voit qu'en Afrique, on ne se prépare pas à cela et ce sont des organismes, des instituts de sondage
sondages européens et français qui sont en train de se préparer encore à venir faire des sondages en Afrique et à vendre les résultats de ces sondages aux chaînes africaines et à tous ceux qui s'occupent de publicité. Là encore, il y a quelque chose à faire. Hein. On l'appelle la comitologie, c'est à la limite, c'est pas seulement vous, c'est votre secteur, c'est pour ça que vous vous intéressez à cela, mais ça s'est fait dans le milieu de la haute finance internationale, avec les agences de notation. C'est eux qui font l'opinion. Ils vont vous dire, celui-là, on le note tant, donc il a 3A, donc il est bon. 2 ans après, il tombe en faillite. Comment il a fait, personne ne sait. Donc c'est à peu près la même chose qui risque de se passer chez vous. On va commettre des gens de l'extérieur qui vont venir sous prétexte d'objectivité, vous dire que celui-là, il est à la tête. Et s'il est à la tête, il y a des chances qu'il draine toute la publicité. Et ça peut tuer. La concurrence, c'est bien, mais à la condition que ça se fasse de manière loyale. Et de ce point de vue-là, pourquoi vous, en tout cas les diffuseurs et les chaînes de télévision africaines, ne se mettent pas quelque part et trouvent un moyen d'avoir un arbitre qui soit le plus impartial possible. Les instances de régulation peuvent jouer un rôle. C'est cela la régulation. Oui. La régulation, ça sert à cela. Le régulateur africain de télécom, ça va être très compliqué. Moi, je le sais. J'ai beaucoup travaillé sur la régulation des télécoms. Je sais que ça va être très compliqué parce que les télécoms, ça fait partie des secteurs qui fournissent le plus le budget des États. Or, les États, ce qui leur fournit le budget, ils ne vont jamais déléguer ça à une instance supérieure. Donc, ça va rester chez eux. Mais quand même, la réflexion peut être poussée pour voir aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas avoir un conseil du numérique africain, un conseil du numérique au niveau de la CEDEAO, pour réfléchir sur ces questions-là. On a par exemple l'Union africaine des télédiffuseurs. L'UAR, là. Oui. L'Union africaine des radiodiffusions. Cette UAR, moi, je vous avoue une chose, je vais vous dire une chose sur cette UAR, elle m'a un peu déçu. Un peu seulement? Non, franchement, elle m'a un peu déçu. Oui. On a travaillé avec l'UAR sur la question justement des droits de transmission là, des événements sportifs africains, dont la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ce qui se passe avec la Confédération africaine de football, à l'époque, et je crois que ça continue, elle s'organise pour que les matchs et les compétitions qu'elle organise, elle prend les droits de télévision et les confie à quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre qui doit les commercialiser en son nom. Déjà, un intermédiaire, ça renchérit. Mais quand il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations et que votre pays est qualifié, vous devez acheter les droits de retransmission chez cet intermédiaire-là. C'était cher. Alors, tout le monde était en train de se dire quelle solution trouver. On a réfléchi, on a trouvé des pistes et on a commencé à travailler dans ce sens-là. L'UAR, on croyait qu'elle allait porter le combat. Et c'est là, j'en profite parce que je me demande si est-ce qu'ils ne nous ont pas quelque part grugé au point de faire en sorte que le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a fait une déclaration de soutien à l'UAR dans cette démarche. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est l'UAR? Est-ce qu'elle a rendu compte d'ailleurs à Macky Sall? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis qu'elle m'a un peu déçu. On était dans un combat vraiment d'Africains où on voulait que ce soit les Africains qui prennent en charge les droits de retransmission de leurs manifestations. C'est la CAF. Mais malheureusement, on l'a donné à un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est un Français. Et cet intermédiaire, sans état d'âme. Votre pays est qualifié, vous ne pouvez pas payer les je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars qu'elle demande, vous ne verrez pas à la télévision. Or, tous les chefs d'État aujourd'hui africains savent que si leur pays est qualifié et que leur population ne voit pas leur pays jouer, ça c'est des émeutes. Alors pour ce qui concerne la Coupe du Monde de football en Russie, Russie 2018, eh bien voilà ce qui se passe. Les pays africains, en tout cas un certain nombre de pays africains, n'ont pas encore pu acheter les droits et ils jugent que ces droits sont excessifs. Et l'UAR estime avoir été court-circuité. Oui, bon, écoutez, excessivité, caractère excessif de ces droits de retransmission, je suis tout à fait d'accord. Que l'UAR ait été court-circuité sur la Coupe du Monde de football avec la FIFA, que l'UAR n'ait pas beaucoup de moyens de pression, moi je veux bien. Mais cette attitude qu'elle a vis-à-vis de la FIFA, c'est exactement la même qu'elle a vis-à-vis de la CAF. Or la CAF, c'est un organisme africain qui organise sa CAN. Comment elle a pu être court-circuitée? Elle n'a pas pu être court-circuitée au point qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Je crois que le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, il se situe au niveau où, aujourd'hui, il est temps que ce genre d'organisme comme UAR, que ce genre d'organismes qui sont des organismes africains, qu'ils jouent le rôle qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire travailler pour les intérêts. Qu'ils pèsent de leur poids, travailler pour les intérêts de l'Afrique. Comment il a fait pour que le président sénégalais fasse sa déclaration et dire qu'il le soutient? Il n'a qu'à le faire avec les autres présidents. Moi, c'est ça mon problème. C'est pour ça que je dis qu'il m'a un peu déçu.
Maintenant, pour la FIFA, ça c'est autre chose. Et là également, c'est unique. C'est pas normal. L'Afrique a quand même jusqu'à 5 représentants pendant cette Coupe du Monde. 5 représentants, mieux. Vous participez au spectacle. Parce que si on prend l'esprit droit de retransmission, c'est parce que vous avez organisé un spectacle. Et quand vous organisez un spectacle, on dit que vous êtes propriétaire des droits sur ce spectacle. C'est comme ça que les juristes raisonnent. Puisque vous êtes propriétaire des droits sur ce spectacle, vous êtes propriétaire des droits sur ce spectacle, donc les droits de retransmission aussi vous appartiennent. Mais quelqu'un qui participe au spectacle, comme les équipes africaines, il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qu'on leur donne? Ils ont droit à quoi dans cela? C'est pour ça que je dis que c'est unique. On n'arrive pas à bien négocier, nous, en Afrique. Quelques années, je reviens à une proposition que j'avais faite également concernant le championnat de France de football. Je dis, je ne comprends pas du tout comment ça se fait que la Ligue de football professionnel, tous les ans, elle distribue les droits de TV. Là, elle vient d'avoir 1 milliard et quelques d'euros. Elle distribue les droits de TV au club. Et selon le prorata, PSG va avoir beaucoup plus que Amiens, certainement, ou Guingamp. Mais chez les destinataires de cette somme ou de cette manne, il peut arriver qu'on donne de l'argent à un joueur parce que lui a fait en sorte que le spectacle soit quelque chose. Combien de fois les footballeurs africains ont fait vivre la Ligue 1? Combien de fois les footballeurs africains ont fait vivre la Champions League? Didier Drogba, Samuel Eto'o, Aladji Diouf. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur donnait à l'époque? On ne négocie pas, on ne sait pas négocier. Et c'est pour ça que j'ai dit, il est temps qu'aujourd'hui, sur cette Ligue eux-mêmes, qu'on trouve les moyens de faire en sorte que les fils d'Afrique qui participent à ce spectacle, leur fédération puisse obtenir quelque chose de ces droits de télévision. Je crois que tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire du travail, il faut faire de la recherche et faire des propositions concrètes. Je crois que ceux qui sont en face de nous, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est vrai, mais ils ne sont pas bêtes. Et si on leur montre que ça, c'est possible, ils vont le faire. Mais tant qu'on est là à nous plaindre, ça ne marchera jamais. Tout cela pour dire aussi que le sport est très important dans les sociétés africaines. Il occupe une place très importante. Quand il y a un match, j'allais dire n'importe lequel, ça vibre dans tous les quartiers, dans n'importe laquelle des villes africaines. Vous avez tout à fait raison. Le sport, moi, c'est pour ça que j'ai créé ce master en sport, droit et économie du sport. J'estime aujourd'hui que le sport, au même titre que le numérique d'ailleurs, ça fait partie des secteurs d'activité les plus dynamiques au monde. Le numérique, ça explose. Vous allez là-bas, c'est les gros salaires. Le sport, ça explose. Vous allez là-bas, les plus gros salaires du monde sont dans le sport. Et pour le moment, ça ne profite pas vraiment à l'Afrique. Ça ne profite pas à l'Afrique. Et pourtant, on a des talents. Non seulement les talents sont là, mais le spectacle est là. Qu'est-ce qui fait en sorte que, comme vous avez dit, quand il y a Barça Real, jusqu'au village là-bas, les gamins, ils parlent de ça. C'est parce qu'eux, ils ont su vendre. Aujourd'hui, comment ça se fait que la Ligue 1 de football se retrouve avec 1 milliard 100 et quelques millions d'euros pour 2020. Ils ont su vendre. Mais nous, il y a quelques années, il y a des affiches qui ne se vendaient même pas. ASEC d'Abidjan contre Africa. Vous n'avez même pas besoin de parler. Le stade est plein. Mais aujourd'hui, vous le faites, personne ne vient. De plus en plus, d'ailleurs, les investisseurs, les fonds d'investissement dont je parlais, ils s'intéressent au sport actuellement, de plus en plus. Alors, nous sommes à quelques jours quand même du Mondial 2018 et les droits ne sont pas encore acquis pour un certain nombre de pays. Est-ce que vous imaginez le Sénégal, qui a son équipe, les Lions, qui participent à cette compétition, est-ce que vous imaginez le Sénégal ne pas disposer des droits de retransmission de cette compétition? Ça, c'est inimaginable. Je crois que c'est sur ça, sur cette corde que jouent ceux qui sont les détenteurs de ces droits-là, surtout pour les pays africains. Ils ne peuvent pas imaginer, parce que dans les autres pays, c'est le privé qui paye, ce n'est pas l'État. C'est des chaînes privées, c'est des investisseurs qui achètent ça et qui le... Mais dans nos pays, il n'y a aucun privé qui a les moyens de le faire. Et donc, qu'est-ce qui va payer? C'est l'État. Ils savent que l'État payera. Parce qu'un État, comme vous dites au Sénégal, le Sénégal joue... C'est la même chose hein, au Gabon, même si en Côte d'Ivoire, partout. Imaginez un court instant, l'équipe nationale joue son match de Coupe du Monde et il n'y a pas... ça ne part pas à la télé. Il suffit même qu'il y ait une petite courant, une coupure de courant, parce que nous, on a souvent des délestages. Si ça se coupe, les gosses, ils descendent dans la rue. Hein. Ils commencent à brûler les pneus. Donc, c'est pour vous dire qu'ils savent cela, ces gens qui nous vendent ça. Par contre, je crois qu'on payera. Je ne sais pas comment on fera, mais on payera. On finira par payer. On payera. Et ils le savent.
ils le savent. Il y a quelques années, je crois que le Nigeria avait boycotté les droits de retransmission de la CAN, là, parce qu'ils ont estimé que c'était un peu trop cher. Il y a quelques années également, c'est le Sénégal qui avait payé les droits de retransmission pour que la Est-ce qu'il n'y a pas une action commune à mener? Absolument, il faut le faire, il faut la faire. On comptait sur l'UAR. C'est elle qui est l'organisme qui est en charge de cela. Mais l'UAR, moi je vous dis, elle m'a déçu. Elle m'a totalement déçu. L'UAR parle aussi de manque de solidarité entre les pays africains. Peut-être elle manque de moyens, j'en sais rien, mais ouais. Solidarité, ça, c'est pas ça. C'est pas une histoire de solidarité. Pas une histoire. Il suffit de parler comme ils ont fait pour convaincre notre président. Le président sénégalais a parlé là. Ils n'ont qu'à le faire pour les autres. Et il faut faire du boucan autour de ces questions-là. Je crois que quand ça devient une question, une cause, voilà, quand ça devient une cause africaine, les gens, ils vont adhérer. Mais quand vous donnez l'impression que c'est juste un truc technique pour quelques années, pour quelques mois, la Coupe du Monde va se dérouler, après on va oublier, et dans 4 ans ça va revenir, évidemment, plus personne ne va s'en occuper. Ok. Alors tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il se trouve aussi que vous êtes, j'allais dire, l'un des conseillers de l'entraîneur, du seul entraîneur africain qui va se retrouver à ce mondial 2018, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Vous êtes son conseiller. Comment est-ce qu'il vit en ce moment cette préparation? on a envie d'avoir quelques... Salut Aliou. Je profite, j'espère qu'il aura l'occasion de voir. J'espère qu'il aura l'occasion de voir ça. Ça m'étonnerait parce qu'il est complètement dans sa bulle actuellement. Ouais. Voilà, il est vraiment... D'abord, c'est une grande fierté de savoir qu'on est le seul Africain entraîneur, sélectionneur à cette compétition. Il l'a vécu comme ça. Je crois qu'il l'a vécu comme ça. Et il le voulait. Il le voulait. C'est un garçon qui est arrivé après sa carrière de footballeur et qui savait ce qu'il avait envie de faire déjà. Il voulait être entraîneur. Il s'est battu pour être entraîneur. Il avait commencé, il a passé ses diplômes. Il a commencé à entraîner des petites équipes en Europe. Et il y a eu un concours de circonstances qui l'a amené au Sénégal. C'est vraiment un concours de circonstances. Voilà. Il était très connu comme footballeur, mais le concours de circonstances, c'est que le Sénégal, la petite catégorie, devait préparer les Jeux Olympiques. Ça n'a pas marché. Et le président de la Fédé que je connaissais m'a parlé de lui. J'ai dit, bon, ok, voilà comment il est venu au Sénégal. Mais comme il aimait le boulot, je crois qu'il s'est bonifié, il a fait tout ce qu'il fallait pour être là où il est aujourd'hui. Et j'allais dire, je suis sûr qu'il ne bénéficie pas des mêmes conditions que l'on fait à tous ces sorciers blancs qui viennent gérer le sport, le football en Afrique. On l'appelle le smicard du mondial. Parce que quand son salaire a été révélé, les Sénégalais étaient choqués. Voilà, ils ont été choqués. Et aujourd'hui, le combat que lui-même il mène, au-delà des résultats sportifs qu'il veut pour son pays et pour son équipe, je crois qu'il est en train de mener un combat de principe pour le poste. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucune raison pour que, quand c'est un étranger, notamment un blanc qui arrive, on lui donne un gros salaire. Et quand c'est nous, comme il dit, on nous... Là aussi, il y a une action à mener. Il y a une action à mener, il le sait. Par exemple, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, elle est des fois difficile à regarder. Quand on regarde sur le banc de touche, le type de sélectionneur qu'on a, on ne fait pas de discrimination, mais c'est tout de même choquant de voir une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations de football, avec rien que des sélectionneurs étrangers. Tout à fait. Presque aucun Africain. C'est le manque de considération pour l'expertise africaine. Attention. Et ce n'est pas seulement dans le sport d'ailleurs, ni même dans le foot. Quelquefois, même nous, dans nos... Tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi on ne prend pas en compte les résultats de vos recherches. C'est peut-être ce même état d'esprit aujourd'hui. Si ça venait de quelqu'un du dehors, peut-être qu'ils allaient dire, ça y est, il a trouvé la lumière pour nous. Mais quand ça vient de quelqu'un qui est dans la maison, on se dit, bon... Vous voulez dire qu'il y a une partie des décideurs qui se trouvent encore complexés? Complexés. Je suis désolé de le dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et je vous dis pourtant, quand on a fait des études dans ces pays-là, et votre fondateur peut vous le dire, on a été premier. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des gens, vous leur damiez le pion, ils reviennent ici et ils se retrouvent à vous donner des ordres ou à venir à la limite vous prendre vos idées pour aller les présenter et dire que c'est leurs idées à eux. Donc il y a quelque chose à faire, il y a un changement mental, il y a un changement de comportement, il y a une éthique même. Et tout ça peut venir comment? Plusieurs actions. Mais la première, je crois, c'est l'éducation. Il ne faut peut-être pas être trop pressé. Parce que quelquefois, nous aussi, on est pressés, nous les Africains. On veut tout de suite. Si ce n'est pas ça,
Regardez quand quelqu'un est élu, dès qu'il est élu, le lendemain, l'opposition, il ne va rien faire, il ne va pas marcher. Ça... Alors, le temps qui nous est imparti, professeur, est pratiquement achevé. Rapidement, le Sénégal va occuper quelle place dans cette Coupe du monde des Nations? Et puis, comment est-ce que vous voyez les autres Africains? Je ne suis pas un très bon pronostiqueur, mais je crois qu'il faut être quand même réaliste. Oui. Voilà, réalisme, c'est quoi? Le Sénégal est dans une poule avec la Colombie, avec la Pologne, je crois, et le Japon. Si on prend le classement objectif, tout à l'heure on parlait de classement, mais celui-là, je crois, celui de la FIFA, il est assez objectif. La Colombie est devant, la Pologne est devant, la Colombie, ensuite le Sénégal. Le Sénégal devrait se positionner en outsider. Mais maintenant, c'est un match de foot 11 contre 11. Ils peuvent se surpasser, quoi. Mais pour être vraiment sérieux, je crois très sincèrement que, bon, si on prend ces classements-là, nous, on est outsider. Cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas envie. Je crois l'entraîneur national, comme vous disiez, avec Aliou Cissé, on discute de temps en temps, il a envie de faire quelque chose et je crois qu'il fera quelque chose. Les autres pays africains également, je crois que... Bon, 5, ce n'est pas suffisant, mais j'ai bon espoir. Le Nigeria, la Tunisie, j'ai bon espoir. Je crois qu'ils feront quelque chose. Ou jusqu'où iront-ils? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Afrique va encore peut-être marquer et il y aura une surprise agréable cette année, moi j'ai l'impression. Alors quand on fait la balance, et là on sort maintenant du football, on va terminer complètement cette émission. Quand on fait la balance, on a relevé beaucoup de points négatifs, beaucoup d'autres points positifs. Est-ce que vous continuez de croire en l'Afrique que ça va être votre dernier mot? Tout à fait. Oh là là, moi je suis un afro-optimiste. Je suis un vrai afro-optimiste. Et c'est peut-être ça qui m'a motivé à rentrer d'ailleurs. J'ai fait mes études pas ici, hein, mais je suis rentré parce que je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Et ça continue jusqu'à présent. Quand je vois cette jeune génération, quand je les vois devant le numérique, quand je les vois se débrouiller, quand je les vois essayer de se battre, quand je vois tous ces jeunes-là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour cela, des actions comme vous, je reviens à vous à nouveau, et votre structure, Label TV, ce que vous êtes en train de faire, c'est ça qui donne espoir. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Merci beaucoup d'être venu à cette émission et d'avoir donné autant d'informations qui permettront justement de comprendre ce qui se passe en Afrique et puis de voir comment est-ce que l'on peut faire des pas en avant. Merci beaucoup aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de Label Radio et Télévision. Merci de votre aimable attention. À très bientôt, toujours sur les antennes de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.